Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, et le sujet du jour est un peu particulier. On va parler des erreurs à ne pas commettre en utilisant les statistiques. Parce que oui, je les mets sur un piédestal sur cette chaîne, mais il faut savoir les manipuler avec des précautions. C'est comme pour aller faire ses courses en ce moment. Il faut avoir fait sa petite attestation, prendre son petit masque, mettre ses petits gants, mais malgré ça, la police vous contrôle, et l'attestation n'est pas signée comme il le fallait, et donc tu te prends quand même ton amende de 135 €. Bon, non, désolé, ça n'a rien à voir. Non, donc ce que je disais, c'est que pour les statistiques, il faut faire attention. Les statistiques sont un outil, et comme tous les outils, peuvent être mal utilisés. Donc on va voir quelques exemples ensemble de mauvaise utilisation des statistiques qui peuvent sembler basiques, mais ce sont des erreurs qui arrivent toujours, que ce soit dans les médias ou même dans les clubs professionnels. Donc on commence tout de suite avec le premier cas, c'est la mauvaise utilisation du pourcentage de passes réussies. Donc là, par exemple, je vous ai mis 2 joueurs de l'Olympique Lyonnais. Je vais même préciser que c'est 2 milieux. Comme vous le voyez, le joueur A, dans les statistiques de base, fait tout moins bien que le joueur B. Globalement, son taux de passes réussies est inférieur. Et en plus de ça, il joue moins souvent long. Et sur ses passes longues, il a un plus mauvais taux de réussite. Donc si on faisait un jugement hâtif et qu'on utilisait uniquement ces pourcentages, on pourrait conclure que le joueur A est un moins bon passeur que le joueur B. Or, le joueur A est Oussem Aouar, le petit prince du Parc OL, et le joueur B est Lucas Touzard, l'amant caché des journalistes de l'équipe. Du coup, est-ce que ça veut dire que la rédaction de l'équipe a tout compris au foot et que les supporters lyonnais sont des imbéciles sans nom? Évidemment non. Oussem Aouar tente des passes beaucoup plus compliquées que Lucas Touzard. Et ça va se traduire dans d'autres statistiques. Certes, son pourcentage est similaire à Lucas Touzard et moins bon sur les passes longues, mais par rapport à Lucas Touzard, il réussit plus de passes qui mènent à un tir, il réussit plus de passes qui trouvent un de ses coéquipiers derrière la défense adverse, mais aussi des coéquipiers dans la surface adverse, ou encore, il fait le plus souvent progresser son équipe dans le dernier tiers. Bref, Oussem Aouar fait des passes qui font progresser son équipe, et forcément, c'est des passes plus difficiles. Et du coup, quand on prend en compte ces statistiques annexes, on comprend mieux le pourcentage de passes dans le bon contexte, et on conclut qu'Oussem Aouar est un meilleur passeur que Lucas Touzard. Et ce que je viens de dire, ça peut sembler hyper basique, mais rendez-vous compte, à Manchester United, cet été, ils n'ont pas voulu prendre Bruno Fernandes parce qu'ils ont eu peur de son pourcentage de passes. Ce pourcentage, il était seulement de 75% en Liga NOS, et ils en ont conclu que peut-être c'était pas le passeur dont ils avaient besoin. Ce qui est complètement fou. Certes, Bruno Fernandes perd des ballons, mais à la fin de l'année, il avait fait 20 passes décisives. On peut pas arriver à ce résultat-là sans quelques pertes de balles. Et depuis son arrivée, il a clairement mis fin à tous les doutes qui l'entouraient. Donc voilà, il faut faire très attention à ce pourcentage-là, car il est dépendant de ce que tente le joueur, de son rôle dans l'équipe. D'ailleurs, la même chose peut s'appliquer au pourcentage de dribbles réussis. Certains très bons joueurs ont un très haut volume de dribbles tentés avec un pourcentage un peu plus faible que d'autres, mais c'est parce qu'ils tentent leur dribble dans des situations où ils cherchent à faire des différences fortes dans le camp adverse, comparé aux joueurs plus reculés sur le terrain qui font uniquement des dribbles de dégagement. Deuxième volet dont je voulais parler, ce sont 2 stats hyper populaires pour parler des gardiens de but. Je parle évidemment du pourcentage d'arrêts réalisés par les gardiens, ainsi que les clean sheets. Donc pour la première, en soi c'est une approche intéressante, mais il faut garder en tête que les gardiens ne sont pas exposés aux mêmes tirs. Par exemple, à West Ham, Pellegrini avait un jeu hyper ambitieux, et ça exposait son gardien à de nombreuses contre-attaques où il devait jouer des 1 contre 1. Fabianski n'est pas parfait, mais on voit que en taux d'arrêt, il était 17e en première ligue, ce qui pourrait être inquiétant, alors qu'en réalité, si on regarde les post-shot expected goals, on voit qu'il surperforme très légèrement ce qu'il devrait arrêter. Par contre, là où il est critiquable, c'est sur sa tendance à rester dans sa surface de réparation, alors que West Ham aurait besoin d'un gardien qui joue beaucoup plus haut. Et pour les clean sheets, évidemment, c'est surtout une statistique de la qualité de la défense, plus que celle uniquement du gardien. Par exemple, le 2e au clean sheet en Angleterre est Nick Pope de Burnley, qui est un bon gardien, mais par exemple cette année, en termes d'arrêt pur, il aurait déjà coûté 2 buts et demi à son équipe. Et donc, comme souvent, Roland Courbis avait raison quand il disait que le record de Gaëtan Huard était aussi le sien, même si on est aussi sur de l'ego là. On est même surtout sur de l'ego. Mais du coup, depuis tout à l'heure, quand j'essaie de justifier mon choix de statistiques, j'utilise les expected goals. Donc, est-ce que les expected goals sont vraiment une arme infaillible? Évidemment, non. Même eux peuvent être mal interprétés. La première erreur à laquelle je pense, ce sont les gens qui concluent parce qu'un joueur surperforme ses expected goals que c'est nécessairement un bon finisseur. Alors que c'est plus compliqué que ça. En général, les joueurs voient vraiment leur expected goals et leur nombre de buts converger, à quelques très rares exceptions comme Eden Hazard ou Lionel Messi. Donc avant de pouvoir conclure là-dessus, il faut vraiment avoir beaucoup de tirs. Mais genre vraiment beaucoup. Parce que par exemple, Andrea Bellotti, il y a 3-4 ans, il avait fini meilleur buteur du championnat avec 26 buts en Italie, dont 2 penalties. Ces 24 buts avaient été produits avec environ 17 expected goals. On était donc sur une surperformance de 7 buts. C'était la première fois de sa carrière que Bellotti surperformait ses expected goals. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il n'a plus jamais surperformé. Il y a une part de réussite, il y a une part de confiance là-dedans. Et du coup, son nombre de buts par saison est descendu à des moyennes beaucoup plus faibles. C'est quasiment un buteur qui tourne à
10-12 buts par saison. Je parle de Belotti car son cas rappelle que c'est très difficile de conclure sur seulement une saison si un joueur est vraiment un très bon finisseur. Et en plus de ça, le fait de ne pas l'avoir vendu à l'époque alors qu'il y avait des belles offres montre que ça peut être une erreur très coûteuse pour un club. De la même façon, ça peut être très trompeur d'utiliser les expected goals sur seulement un match. Notre perception du match peut être biaisée par les expected goals si on ne fait pas attention à ce qui se cache derrière. Par exemple, si une équipe a eu une occasion multiple devant le goal avant de marquer, par exemple ils se sont pris à 3 fois avant de marquer au but et qu'à chaque fois c'était une grosse situation, on peut se retrouver avec des expected goals supérieurs à 1 alors qu'en soi tout s'est fait dans une continuité d'action, ce qui n'a pas de sens. L'équipe ne pouvait pas marquer plus d'une fois. Autre exemple très logique, une équipe qui est amenée à mener 3-0 et qui pourtant, du point de vue des expected goals, est en réussite. Elle peut décider de gérer son match jusqu'à la fin en considérant que l'avantage acquis lui permettra de gagner. Et on peut se retrouver dans une situation où l'équipe qui avait la main mise sur le match perd le match aux expected goals, mais le gagne très tranquillement dans la réalité. Bref, dans tous les cas, ce qui est important de comprendre, plus on travaille sur une période de temps long, avec plus de données, plus les expected goals sont significatifs. Ils sont plus significatifs sur un championnat que sur un match. Et pareil pour les joueurs. Enfin, dernier sujet que je voulais évoquer, c'était les statistiques des défenseurs centraux. Le problème pour décrire les défenseurs centraux, en particulier pour différencier les bons, très bons et excellents, c'est que ce qui fait la différence entre ces catégories, c'est le nombre d'erreurs qu'ils font, c'est leur fiabilité. Or, dans tous les cas, le nombre d'erreurs qu'ils font est assez faible, donc à moins d'avoir accès à une statistique comptant le nombre d'erreurs qu'ils ont commis dans l'année, on n'a pas vraiment de quoi décrire cette information. Et du coup, on peut arriver à des aberrations statistiques où le meilleur défenseur central l'année dernière en première ligue n'était pas Virgil van Dijk, mais bien Otamendi. Mais là, je sais que certains supporters de Manchester City pourraient défendre cette idée, mais je vous arrête tout de suite. Le numéro 2, ce n'est toujours pas Virgil van Dijk, mais Phil Jones. Et là, je pense que tout le monde s'accordera à dire que ça va beaucoup trop loin. Surtout que Phil Jones, à part ses grimaces, je vois pas ce qu'il a de niveau élite. Donc voilà, il faut garder un esprit critique sur les statistiques. Elles ne permettent pas de tout décrire dans le football. C'était un peu l'objectif pédagogique de cette vidéo. Alors j'espère que vous avez apprécié, même si on sort un peu des sentiers battus. Et je suis désolé d'avoir cassé le rythme hebdomadaire des vidéos. J'avais simplement besoin de faire une mini pause après avoir enchaîné les vidéos ces 3 derniers mois. En tout cas, à bientôt pour une prochaine vidéo.